Merci encore une fois de nous préférer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Africa Today. Bienvenue dans cette nouvelle grande édition d'information. Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, a reçu ce mercredi une délégation de députés de la communication, défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Au menu de la rencontre, échanger sur les différentes réformes engagées par le département de tutelle. Les deux parties ont aussi profité pour discuter des conditions de détention en milieu carcéral en République de Guinée. Compte rendu Oumar Sow. C'est une mission composée des députés de la mouvance présidentielle et de l'opposition avec à sa tête la présidente de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale qui a été reçue dans les locaux du ministère de la Justice Garde des Sceaux. 1h30 d'entretien ont permis aux élus du peuple de poser toutes les questions liées à l'administration pénitentiaire. Faisant le tour de table, les députés représentant leur circonscription électorale ont fait parvenir au ministre leurs préoccupations au niveau de leur préfecture dans le domaine judiciaire. Pour l'honorable Djene Saran Kamara, présidente de la dite commission, cette rencontre vise à créer un rapprochement entre son équipe et le garde des Sceaux. Nous avons décidé ensemble de mettre un cadre de travail en place pour que nous puissions venir souvent nous informer, nous approprier des décisions, en tout cas de tout ce qui se passe au niveau du ministère de la Justice dans le cadre de la réforme. Ça fait partie des 5 domaines intéressés par la réforme. Donc nous pensons que nous devons travailler ensemble. Il y a de quoi que nous puissions connaître, savoir au moins à peu près l'organisation et le fonctionnement de ce ministère. C'est un moment que le ministre de la Justice a aussi trouvé opportun pour donner d'amples informations sur les réformes engagées par son département. On a eu donc des échanges de vues sur les différentes procédures dans ce pays, sur les différentes réformes, notamment le code pénal, puisqu'ils sont intéressés par ça, notamment le tribunal militaire, notamment le code de justice militaire. Voilà, donc il y a eu des échanges de vues, il y a eu partage de convictions et de projets pour l'avancée du droit, pour l'avancée de la justice dans notre pays. L'objectif recherché par cette réforme est de créer un climat de confiance et de rapprochement entre la justice et les citoyens. C'est le cas d'ailleurs de la suppression des assises nationales et désormais ce sont les tribunaux de première instance qui siègent en matière criminelle, a laissé entendre le ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Le président de l'INIDH était l'invité de l'émission La Tribune de l'Actualité Plus de ce jeudi. Au cours des débats, les sujets comme la crise au sein de la CENI, le rapport entre son institution et le ministère de l'Unité nationale et la citoyenneté et les questions de droits humains en Guinée ont été abordés. Suivez ce décryptage de Moussa Sefa Kamara. En abordant ces questions relatives à l'actualité sociopolitique du pays, le président de l'institution nationale indépendante des droits humains a émis son inquiétude face à la situation qui prévaut au sein de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Et j'ai peur que si nous évoluons avec la CENI telle qu'elle, que le pays, dès les premières élections que nous aurons, que le pays ne sombre dans l'inconnu. C'est pourquoi je pense qu'il est important que nous ayons des élections, mais il est important qu'on ait des élections qui nous éloignent de la violence et du chaos. S'agissant des rapports entre son institution et le ministère de la Citoyenneté, Mamadi Kaba laisse entendre que ces deux structures ne jouent pas forcément les mêmes rôles, mais peuvent se compléter. Nous n'agissons pas dans les mêmes sphères. Nous pouvons faire la même chose. Nous pouvons faire exactement la même chose de façon différente. Et bon, le ministère nous implique dans ses activités, nous l'impliquons dans nos activités, nous nous complétons dans l'intérêt général de la population. Parlant des questions liées aux droits de l'homme, le président de l'INIDH constate que le pays régresse dans ce domaine. D'où son appel aux autorités de faire un effort pour l'amélioration des droits humains en Guinée. Des rapports nationaux et internationaux qui ne sont pas du tout bien pour un pays qui veut progresser. C'est pourquoi je pense que le pays doit se ressaisir, se réorganiser et travailler pour faire en sorte qu'il soit respectable aux yeux de tous les pays du monde et que nous soyons à même de faire reculer les violations des droits de l'homme dans notre pays.
Et cela ne peut se faire sans l'implication de tous les acteurs de la vie nationale, car le pays a besoin d'une stabilité pour mieux gérer les affaires politiques et sociales. Ouverture ce jeudi de l'atelier national de validation du rapport d'évaluation du réseau d'épidémio-surveillance des maladies en Guinée, REMAGI, initié par la FAO en partenariat avec l'USAID. Cet atelier d'une journée a pour objectif d'identifier les faiblesses du système de surveillance du secteur sanitaire en vue de son amélioration. Li Mariam Bailo. Une bonne connaissance de la situation épidémiologique des maladies est un prérequis pour définir une stratégie de prévention et de contrôle adaptée, et l'un des outils incontournables de cette étude est la collecte des informations sanitaires. C'est pourquoi, résolument engagée dans le processus de renforcement des services vétérinaires de Guinée, la FAO a tenu à organiser cette évaluation du REMAGI. Le rapport qui vous est soumis pour validation fournit d'utiles informations sur l'état actuel du réseau. Il s'agira donc pour vous, en vos qualités d'experts dans vos domaines respectifs, d'évaluer sans complaisance les forces et les faiblesses du REMAGI. Les conclusions qui sortiront de vos travaux permettront sans nul doute d'élaborer un plan d'action pour revitaliser le REMAGI. Relevant de son département, le ministre de l'Élevage a saisi l'occasion pour exprimer sa gratitude à l'endroit des partenaires de la Guinée pour leur appui constant au secteur de l'élevage. D'ores et déjà, je puis vous rassurer que mon département prendra toutes les dispositions utiles pour la mise en œuvre des recommandations issues du présent atelier. Mesdames et messieurs, tout en saluant les efforts de la FAO et de l'USAID, qui ont toujours été à nos côtés, je souhaite que ces efforts soient poursuivis en vue de moderniser les services vétérinaires de Guinée. A rappeler que le REMAGI est un outil de collecte et de biomatériel dont le but est d'affiner des stratégies de prévention et de contrôle des maladies animales et zoonotiques. 80 milliards, c'est le montant alloué cette année au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation pour organiser les 3 examens de fin d'année. C'est le chef du département même qui a annoncé ce chiffre lors d'un point de presse qu'il a animé ce mercredi. D'après Ibrahima Khalil Konaté, la planification de ces 3 examens lui permet de faire une économie de 38 milliards, un excédent qui sera orienté ailleurs. Mamadou Alpha. Contrairement à l'année dernière où le président de la République lui-même avait dénoncé la surfacturation du budget prévisionnel pour l'organisation des examens nationaux, cette année, le chef du département de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation annonce déjà qu'il y aura un excédent. Cette année, le budget pour les examens, c'est 80 milliards. Et je vous informe que mon département n'a utilisé ou n'utilisera que 49 milliards. Nous avons un excédent de 31 milliards. Par preuve de transparence, son montant excédentaire sera présenté aux membres du gouvernement dans les prochains jours. Et par la même occasion, le ministre Kaoukari compte solliciter l'acquisition de cette somme pour la rénovation des écoles défectueuses à travers le pays. Nous allons présenter au gouvernement et pour demander au gouvernement de mettre ce montant à notre disposition pour qu'on puisse rénover les blocs Africof, les écoles défectueuses, pour qu'on puisse rénover ces établissements. Donc, je ne peux pas utiliser les 80 milliards, je n'utiliserai que 49, les 31, je pense si c'est 31 ou 30, en tout cas il y a un excédent que nous n'allons pas utiliser. À la question de savoir pourquoi plus de 40% du budget prévisionnel ne sera pas utilisé cette année, Ibrahima Khalil Konaté apporte des précisions. Ce n'est pas nous qui avons conçu le budget des examens de cette année. On est venu aux affaires au mois de mars. On a été nommé le 27 février, nous avons été installés le 6 mars. Donc le budget de cette année, ce n'est pas nous. Dans un pays où les autorités se disent engagées dans la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics, l'occasion n'est-elle pas opportune pour matérialiser cette ambition, surtout quand cette sortie des Kaoukari remet en question la gestion de son prédécesseur?
L'Agence nationale de sécurité sanitaire a un an. Ce moment a été célébré ce jeudi à Conakry, le lieu pour les responsables de la dite agence de dresser son bilan et annoncer les perspectives. Autorités sanitaires et partenaires de la Guinée ont pris part à la cérémonie. Le point avec Buntura Biketa. Un chant habituel pour célébrer les 12 premiers mois de l'existence de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Il y a un an, le chef de l'État, tirant des leçons de la fièvre Ebola, décidait de créer cette agence avec pour but de renforcer les capacités dans le domaine de surveillance sanitaire en Guinée. Et depuis, avec le concours des autorités, la NSS s'active sur le terrain et obtient des résultats. Le plus grand succès, c'est notre contribution de concert avec le programme PVSSP et la plupart des agences et des ONG ici présentes qui nous a permis de contrôler l'épidémie de rougeole et qui a fait plus de 6 000, qui a touché plus de 6 000 Guinéens et tué plus de 20 personnes. En dépit de tous ces efforts, l'Agence nationale de sécurité sanitaire a tenu à l'occasion de son premier anniversaire à rappeler les obstacles auxquels elle fait face. Nous avons mis en place du conseil d'administration. L'appui budgétaire à partir du budget national de développement qui se fait toujours attendre. Et en dernier lieu, la construction d'un siège approprié et sécurisé. Car le bâtiment actuel se trouve dans un centre commercial et selon les techniciens et les experts, le bâtiment n'est pas très sûr si nous devons y rester ici pour un temps plus éloigné. Durant cette période de labeur, les partenaires de la Guinée n'ont pas croisé les bras, tout comme pendant la période Ebola. 12 mois se sont écoulés et le résultat reste à leurs yeux satisfaisant. Depuis la mise en place de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, par décret de Monsieur le Président de la République, les partenaires techniques et financiers constatent avec satisfaction un processus d'amélioration des indicateurs de performance de la surveillance épidémiologique. Pour le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le cap doit être maintenu pour prévenir de façon efficace les maladies en Guinée. Les Émirats arabes unis ont récemment imposé au Qatar un certain nombre d'exigences dans la fermeture de la télévision Al Jazeera. Cette mesure concernant la fermeture de cette chaîne de télévision est considérée par les Nations unies comme un frein à la liberté de presse. C'est dans cette optique donc que certaines associations de presse guinéennes ont animé ce jeudi une conférence de presse ici même à Conakry. La démarche vise à apporter leur solidarité à leurs confrères du Qatar. Salut Kondé. Al Jazeera est une chaîne de télévision qui révèle fréquemment les grands dossiers à travers le monde. C'est le cas par exemple des menaces terroristes. Et les Émirats arabes unis ont reproché récemment à ces médiums internationaux l'ingérence dans les affaires internes de ces pays. C'est pourquoi ces derniers jours, ils ont décidé d'imposer un certain nombre de mesures au Qatar, dont la fermeture de cette télévision. Certaines associations de presse guinéennes considèrent cette mesure comme un frein à la liberté de presse à travers la planète. Donc, journalistes guinéens que nous sommes inquiétés, nous sommes soucieux parce que quand cette télévision va être fermée, d'abord, ces journalistes qui y travaillent seront au chômage et parce que tous les pays du monde sont aujourd'hui en train de lutter contre le chômage. Ensuite, ce serait une diminution du niveau atteint aujourd'hui par la liberté d'expression à travers les médias du monde. Donc nous nous levons tous pour dire non, non et non à la fermeture de la télévision Al Jazeera. Le correspondant de cette chaîne de télévision basée à Conakry ne s'inquiète personnellement de son emploi, mais plutôt de l'avenir de la profession. Il y a un impact peut-être pour la faire le travail, mais il n'y a pas d'impact direct, c'est un impact général pour tous les journalistes. Donc il faut que tout le monde condamne ça. Ce n'est pas un problème d'Al Jazeera personnel, mais c'est un problème national et international. Malgré cette menace de fermeture, la chaîne de télévision Al Jazeera continue à émettre pour le moment.
Les larmes de la mer, c'est le titre du film cinématographique d'un jeune réalisateur guinéen, Kader Kondé. Cette œuvre a été présentée ce jeudi aux médias à la maison commune de journalistes Sisa Koleya. C'est un film qui retrace les conséquences de l'immigration clandestine. Reportage à Sira Foufana. Les larmes de la mer est un long métrage d'1h30 tiré d'une histoire réelle. Ce film retrace essentiellement les souffrances que rencontrent les migrants guinéens le long des côtes libyennes. C'est un film qui parle d'une histoire réelle d'un jeune Guinéen qui a quitté la Guinée pour entrer en Europe en passant vers la Libye et la mer Méditerranée. Mais malheureusement, il y a eu un naufrage, il a été le seul survivant. Et le film, là, vous n'êtes pas sans savoir que vous avez vu que le 1, il y a le 2 aussi qui doit se passer entre la Libye, le Maroc, l'Espagne et la France et l'Italie. Ce film apparemment pitoyable est pour l'auteur sa part de contribution à la conscientisation des jeunes du pays qui décident volontairement de traverser la mer Méditerranée. Il est temps pour nous jeunes de prendre notre destin en main. Il est temps pour nous de se battre. Quand on dit que la vie est un combat, ce n'est pas de se lever voir quelqu'un casser une voiture ou bien lancer les cailloux. Je vous dis une chose, la patience est la deuxième intelligence de l'homme. C'est la patience qui permet aujourd'hui de garder nos rêves vivants. C'est la patience qui nous permet aujourd'hui de garder l'espoir. Selon nos informations, la Guinée occupe la première place en Afrique de l'Ouest en matière d'immigration clandestine. Une situation qui serait due au manque d'emploi dans le pays. Autre actualité, la question des migrants qui crée de nouvelles tensions en Europe. Les ministres de l'Intérieur doivent apporter une réponse à l'Italie. Ils sont réunis à Tainan, en Estonie. Rome souhaite que les bateaux qui portent secours aux clandestins puissent accepter ailleurs que dans les ports italiennes. La situation est d'autant plus préoccupante que l'ONG Amnesty International prévoit une année très meurtrière en Méditerranée. Regardez. Ces images ont été tournées au mois de mai, mais elles pourraient très bien dater d'aujourd'hui. Chaque jour, des centaines d'Africains quittent la Libye sur des bateaux de fortune pour rejoindre l'Italie. Des migrants prêts à tout pour une vie meilleure, mais c'est bien souvent l'enfer qui les attend. D'après Amnesty International, plus de 2000 exilés sont morts cette année, sur les 75 000 qui ont tenté la traversée. Ces migrants, eux, ont été rattrapés par des gardes-côtes libyens. Notre embarcation était tellement chargée. Quasiment personne n'avait de gilet de sauvetage. Tout le monde sautait, se poussait, se frappait même. Les gardes-côtes nous ont frappés aussi pour rétablir le calme. C'était tellement dangereux. Des interventions très critiquées dans le rapport d'Amnesty International. L'organisation dénonce les exactions des gardes-côtes libyens, censés traquer les réseaux de passeurs et contenir les migrants sur les côtes libyennes. Nous avons vu les gardes-côtes libyens faire mauvais usage d'armes à feu. Nous savons qu'ils ne sont pas bien formés. Et le pire, c'est sans doute que ces gens qui sont reconduits en Libye sont renvoyés dans des centres de détention illégaux où ils subissent la torture, le viol et d'autres abus inimaginables. Le rapport est très critique envers l'Union européenne, dont la politique d'aide à la Libye ne permet pas, selon l'organisation, de surveiller l'action des gardes-côtes, parfois accusés de connivence avec les passeurs. Le sommet de G20 va donc se tenir à Hambourg ce week-end. À l'approche de ce sommet qui réunit les chefs d'État des 20 plus grandes puissances mondiales, la ville s'est transformée en forteresse. Plus de 8000 manifestants sont entendus. Ce sont des milliers de policiers qui ont aussi été déployés. Suivez. Un sommet du G20 sous très haute surveillance. Les autorités allemandes se préparent depuis des semaines à l'événement. Un dispositif spécial est mis en place, 28 hélicoptères, 185 chiens et près de 3000 véhicules sont chargés d'assurer la sécurité de la rencontre. Le nombre de policiers déployés sur le terrain atteint des records pour faire face à d'éventuelles violences de manifestants anti-G20. C'est la plus grande opération dans l'histoire de la police de Hambourg. Nous serons ici avec environ 15 000 officiers. En plus, il y aura 3 800 officiers de la police fédérale allemande et des officiers de l'Office fédéral de la police criminelle. Donc c'est une opération d'une dimension nouvelle. En tout, 100 000 manifestants sont attendus.
Mais ce qui inquiète le plus les autorités, ce sont les groupuscules d'extrême gauche. 10 000 personnes qui marcheront contre les politiques libérales qui dominent à travers le monde. Pour nous, il est important de montrer autre chose, que tout va bien. Autre chose que la magnifique toile de fond de Hambourg, la photo fantastique devant la salle de concert de l'Elbphilharmonie. Montrer que non, les choses ne vont pas bien partout dans le monde. La vie, c'est l'enfer pour beaucoup de gens et nous voulions exprimer cela et nous voulions également dire que nous ne sommes pas prêts à jouer le jeu et que nous voulons perturber ce sommet. Des affrontements ont déjà eu lieu entre policiers et manifestants lors de la préparation du sommet. Mercredi, plus de 500 personnes ont été dispersées par des canons à eau. Le ministre allemand de l'Intérieur a indiqué que les actes de violence seront jugés avec sévérité. Quel sort pour les civils pris au piège aux dernières ruelles de Mossoul, encore aux mains des djihadistes? Selon l'ONG, entre 15 et 20 000 personnes restent bloquées. L'armée irakienne se dit pourtant toute proche d'une victoire finale dans cette ville qui comptait au début de la guerre plus d'1 million d'habitants. Regardez. Nous sommes dans la vieille ville de Mossoul. Sur ces images fournies par la police irakienne, des civils apeurés qui tentent de fuir. Des femmes et des enfants pour la plupart. Ils seront escortés par les soldats de Bagdad jusqu'à être placés en lieu sûr. En tout, il serait 15 à 20 000 civils encore bloqués dans ces quartiers situés à l'ouest de la ville. Dans ces quartiers où les combats sont les plus féroces, le niveau de destruction est supérieur à tout ce qu'on a pu constater dans l'histoire de l'Irak. Pour les familles qui viennent d'autres quartiers moins détruits, on peut s'attendre à ce qu'elles reviennent chez elles et qu'une fois sur place, elles fassent tout pour tenter de reconstruire. Les hommes du groupe État islamique, eux, ne sont qu'à quelques centaines de mètres. Face à l'avancée de l'armée, ils multiplient les attentats suicides, des kamikazes qui sont de plus en plus des femmes. Une résistance que les autorités espèrent définitivement éliminer dans les semaines à venir, car reprendre et sécuriser Mossoul est la condition sine qua non pour permettre aux 700 000 personnes déplacées de pouvoir rentrer chez elles. Enfin, au Venezuela, la crise politique a connu un tournant hier avec des scènes particulièrement violentes au sein même du Parlement. Des partisans du président Nicolas Maduro ont fait irruption, provoquant une bagarre avec certains élus. Suivez. Scène de violence à l'Assemblée nationale vénézuélienne. Des députés ont été attaqués par une douzaine de partisans du président Nicolas Maduro. Ils étaient armés de bâtons et de barres de fer. Encore une fois, des groupes paramilitaires en lien avec le gouvernement sont entrés dans l'Assemblée. 4 députés ont été blessés à la tête et ont eu des fractures. Les membres de l'opposition à Nicolas Maduro dénoncent une tentative d'intimidation de la part du président. Quiconque regarde les images de ce qu'il s'est passé aujourd'hui à l'Assemblée peut être confus et penser que c'est le signe que nous avons un gouvernement fort. Mais ce n'est pas le cas. Un gouvernement qui agit de la sorte est un gouvernement faible, un gouvernement lâche, un gouvernement si affaibli que tout ce qui lui reste est l'utilisation brutale de la violence. Mercredi matin, ils étaient des milliers à scander des slogans pro-gouvernementaux devant l'Assemblée. Puis vers midi, la situation dégénère. Des groupes réussissent à franchir les grilles et à pénétrer dans l'enceinte du bâtiment. Les affrontements ont duré plusieurs heures. Au même moment, Nicolas Maduro était à une parade militaire. Il a condamné ce qu'il a qualifié d'étrange attaque. Je ne serai jamais complice d'un acte de violence. Je condamne cette attaque et je vais ouvrir une enquête afin que justice soit faite. Le Venezuela est secoué depuis 3 mois par de violentes manifestations. 90 personnes ont déjà perdu la vie. Le président Nicolas Maduro, sous pression, est critiqué pour son emploi de la force. Lui dénonce une opposition à la solde des États-Unis. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce 20h. Merci à tous ceux qui nous suivent de près. Excellente soirée à tous.